Voici une nouvelle leçon sur les arbres de production et les fonctions d'utilité. Pour travailler sur une meilleure représentation de la production, on va utiliser très souvent les arbres de production. Cette représentation sous forme d'arbre est intéressante car elle est très flexible. Elle permet notamment au modélisateur de réfléchir sur la meilleure façon de représenter la production, avec bien évidemment la possibilité de différencier la modélisation de la production d'un secteur à l'autre. Nous avions une représentation de la production très simplifiée jusqu'ici. On va déjà passer de 2 facteurs à 4 facteurs. À vous d'introduire dans l'étude que vous allez mener plus de 4 facteurs si vous pensez que c'est utile. Nous verrons aussi qu'on peut facilement inclure de la complémentarité entre facteurs de production ou de la substituabilité, l'idée étant de d'abord tracer un arbre de production, puis de le traduire en équation. Cela se fait facilement. Alors que va-t-on changer dans cette représentation de la production ? Je vous rappelle que nous avions présenté la production dans chaque secteur comme une Léontief de la valeur ajoutée totale et de la consommation intermédiaire totale. La Léontief introduit l'idée de complémentarité. Ensuite, la consommation intermédiaire totale est une fonction Léontief de la consommation intermédiaire de chaque bien dans chaque secteur. De l'autre côté, la valeur ajoutée est une fonction Cobb-Douglas du capital et du travail. Une fonction Cobb-Douglas introduit l'idée que les parts en valeur, ici du capital et du travail, sont constantes dans la valeur de la production au fur et à mesure de l'évolution de celle-ci. Que va-t-on changer ? D'abord, on introduit 4 facteurs au lieu de 2. La terre, le travail qualifié, le travail non qualifié, le capital. Ensuite, on va introduire le fait que la terre n'est utilisée que dans les secteurs agricoles. Et puis on va introduire une idée qu'on retrouve dans beaucoup de modèles, le travail qualifié est plutôt complémentaire du capital. Et lorsqu'on substitue des machines à du travail, on a tendance dans tous les secteurs à substituer des machines à des travailleurs non qualifiés. Donc quand on remplace des travailleurs par des machines, en fait on substitue un facteur composite, qui est l'addition de travail qualifié et de capital, au travail non qualifié. Donc voici l'arbre de production que nous allons adopter. La production de I s'écrit Y dans le secteur I. C'est une fonction Léontief de la valeur ajoutée du secteur I, VA de I, et de la consommation intermédiaire totale du secteur I, IC dans le secteur I, avec donc une fonction Léontief qui introduit l'idée de complémentarité, donc une relation proportionnelle entre les niveaux en volume. Concernant la consommation intermédiaire totale, nous gardons la représentation de ce que la consommation intermédiaire totale du secteur I, IC de I, est une fonction Léontief de la consommation intermédiaire de J par le secteur I, ce qu'on appelle CIJ, JI. Ensuite, du côté de la valeur ajoutée du secteur I, VA de I, on introduit l'idée que c'est une fonction CES, donc une fonction à élasticité de substitution constante, avec un niveau d'élasticité de 1,1, donc relativement élevé, entre la terre, qui n'interviendra que dans le secteur agricole, que j'écris LAND dans le secteur I, le travail non qualifié, que j'écris LD de I, et un facteur composite, Q, dans le secteur I. Ce facteur composite, Q dans le secteur I, étant une fonction CES, avec un niveau d'élasticité qui est plus faible, à 0,6, du travail qualifié, que j'écris SKLD dans le secteur I, et du capital, que j'écris KD dans le secteur I. Nous introduisons donc le fait que le niveau de substituabilité entre travail qualifié et capital est faible, pour introduire qu'ils sont presque complémentaires, et que, en fait, lorsqu'on substitue des machines à des travailleurs, c'est plutôt un facteur composite qui associe travail qualifié et capital qu'on substitue aux travailleurs non qualifiés. Comment écrit-on toutes ces équations ? Eh bien, premièrement, commençons par la production, qui est une Léontief de la valeur ajoutée et de la consommation intermédiaire totale. On a donc un premier bloc d'équations qui est la Léontief premier niveau, avec d'une part la relation entre valeur ajoutée et production en volume,
VA de I et Y de I, qui est une relation où les volumes sont reliés d'une manière proportionnelle par un facteur que j'appelle psi underscore VA de I. La même chose pour la consommation intermédiaire IC de I en volume et la production totale Y de I avec une relation par un facteur de proportion qui s'appelle ici psi underscore IC dans le secteur I. Et puis finalement une équation qui nous dit tout simplement que la valeur totale de la production, PY de I fois Y de I, est égale à la valeur de la valeur ajoutée, PVA fois VA, plus la valeur totale de la consommation intermédiaire, PIC fois IC. PY est donc un prix à la production, PVA est un prix composite de la valeur ajoutée, qui représente en fait les prix du travail qualifié, du travail non qualifié, de la terre et du capital, et PIC est un prix composite de la consommation intermédiaire. Alors comment écrit-on le deuxième bloc du côté consommation intermédiaire ? En fait, la consommation intermédiaire totale, c'est une Léontief de la consommation intermédiaire de bien J par le secteur I, c'est notre hypothèse. Donc on a un deuxième bloc de production qui est très simple, qui se compose d'uniquement deux équations. Premièrement, une équation qui exprime le fait que la valeur de la consommation intermédiaire totale, PICJ fois ICJ, donc dans le secteur J, c'est la somme sur tous les biens de la consommation intermédiaire en valeur de chaque bien par le secteur J. PI fois CIJ I virgule J, CIJ I virgule J étant la consommation intermédiaire du bien I par le secteur J. Et puis une deuxième équation qui traduit en fait la relation de proportionnalité en volume entre la consommation intermédiaire d'un bien par le secteur J et la consommation intermédiaire totale dans le secteur J, qui s'écrit CIJ I virgule J doit être égal à un facteur de proportionnalité fois IC dans le secteur J, qui est la consommation intermédiaire totale dans le secteur J. Donc on pourrait contracter ça et dire qu'il y a une relation de proportionnalité en volume entre la production dans le secteur J et la consommation intermédiaire de chaque bien dans le secteur J, qui signifie le fait que lorsqu'on augmente la production d'un certain nombre de pourcents en volume, eh bien, on est obligé d'augmenter la consommation intermédiaire de chaque bien dans ce secteur proportionnellement. Maintenant, passons du côté valeur ajoutée, c'est de ce côté que sont les innovations. Nous avons supposé que la valeur ajoutée est une fonction CES de la terre, du travail non qualifié et d'un facteur composite qui associe travail qualifié et capital. Le premier niveau va donc consister en 4 équations, toujours une équation reliant les niveaux en valeur, et puis 3 équations, puisqu'il y a à ce premier niveau 3 facteurs, la terre, le travail non qualifié et le facteur composite. Ces 3 équations vont établir des demandes exprimées en volume. La première équation est donc PVA fois VA égale W1 plus TVA fois LD, plus PQ fois Q plus Rland fois 1 plus TVA fois Land, à la condition Land 0 dans le secteur I. Donc ça veut dire la valeur ajoutée totale exprimée en valeur avec PVA, un prix composite de cette valeur ajoutée, est égale à la somme de la valeur du travail non qualifié utilisant dans le secteur, en incluant la taxe que les entreprises doivent payer quand ils emploient ces travailleurs, plus la valeur du facteur composite, c'est le deuxième terme de cette somme, plus la valeur de la terre utilisée. Deux remarques ici. D'une part, la taxe sur le facteur composite sera incluse au stade suivant de la représentation de la production, donc dans le PQ de cette première équation. D'autre part, on ajoute la valeur de la terre utilisée dans la production uniquement dans les secteurs agricoles. Donc c'est pour cela que ici j'ajoute ce terme à une condition, c'est que le paramètre Land 0 soit strictement positif. Ceci veut dire que si dans le secteur il y avait initialement de la terre utilisée
Pour la production, alors, c'est un secteur où on doit inclure dans la valeur ajoutée totale la valeur de la terre demandée. Je rappelle que $land 0 dans le secteur I veut dire si, pour dollar, le paramètre land 0 est strictement positif. Et puis ensuite, on a trois relations qui expriment la demande en volume de chaque facteur. Donc la demande en volume de travail non qualifié, de facteurs composites et de terre. Cette dernière équation étant uniquement présente dans les secteurs agricoles, d'où la condition $land 0 que je mets sur le début de la ligne adossée au nom de l'équation. Ces relations sont de la forme. Si je fais passer VA du côté droit vers le côté gauche, ces relations sont le ratio demandé en volume dans un secteur sur la valeur ajoutée en volume, donc par exemple LD sur VA, est égal à une constante, fois le rapport de prix, des prix composite de la valeur ajoutée sur prix du facteur en question, donc par exemple PVA sur le prix du travail non qualifié, taxe incluse, à la puissance élasticité de substitution. Donc par exemple LD sur VA égale A underscore L fois le rapport des prix PVA sur W fois 1 plus TVA à la puissance sigma VA. Donc si le prix du travail non qualifié, taxe comprise, augmente, on va diminuer la demande de travail non qualifié puisque sigma VA est positif. On retrouve en fait la même structure au niveau en dessous de la CES, qui est le facteur composite Q doit être une CES de travail qualifié et de capital. Donc, dans cette partie de l'arbre, on doit toujours avoir la même structure, représentant la CES au troisième niveau. Donc, d'une part, une équation reliant les valeurs. C'est la troisième équation présentée ici. PQ fois Q égale R fois 1 plus TVA KD, la demande de capital, plus WS fois 1 plus TVA fois SKLD dans le secteur J, donc la demande de travail qualifié. Donc on a bien la valeur totale du facteur composite est égale à la valeur totale de la demande de capital, taxe incluse, plus la demande totale de travail qualifié, taxe incluse. Et puis toujours, donc, on a une relation exprimant la demande de travail qualifié et la demande de capital à la demande de facteur composite en volume. Donc on a par exemple SKLD divisé par Q, qui est égal à une constante, fois le rapport des prix, donc ici PQ divisé par le prix du travail qualifié taxe incluse, à la puissance sigma underscore cap, qui est une nouvelle élasticité de substitution. Et donc en fait, puisque sigma underscore cap est positif, lorsque le prix du travail qualifié va augmenter, soit WS, soit la taxe, eh bien SKLD, la demande de travail qualifié, va baisser. Regardons maintenant comment modéliser le côté demande. Auparavant, on avait une fonction d'utilité Cobb-Douglas, définie sur la consommation des 3 biens par les ménages. L'avantage de la fonction Cobb-Douglas, c'est qu'elle est très facile à calibrer. On a juste besoin des parts budgétaires de chaque bien dans la dépense totale des ménages. Donc de la part du bien agricole, du bien industriel et des services en valeur dans la dépense totale des ménages. Le problème avec la Cobb-Douglas, c'est que les élasticités prix sont égales à 1. Donc lorsque le prix d'un bien augmente de 1%, la demande de ce bien baisse toujours de 1% en volume. Les élasticités des revenus sont également égales à 1. Donc lorsque le revenu des ménages augmente de 1%, la demande de chaque bien augmente aussi de 1%. Et les élasticités croisées sont nulles. Donc lorsque le prix d'un bien varie, cela n'a pas d'impact sur la demande des autres biens. C'est évidemment inclure des restrictions nombreuses et fortes sur la consommation des ménages. On a en fait beaucoup d'alternatives pour avoir une meilleure représentation de la consommation des ménages, donc des fonctions d'utilité par exemple CES ou Constant Elasticity of Substitution, ou des Linear Expenditure System ou LES, ou des Expanded Linear Expenditure System ELES, ou encore bien d'autres fonctions que vous pourrez trouver à l'occasion d'une revue de la littérature.
Vous connaissez déjà la fonction CES pour Constant Elasticity of Substitution. Elle est assez facile à calibrer. On suppose un certain niveau d'élasticité de substitution et on calibre des paramètres de part à partir des équations de demande de chaque bien en volume. Ce qui est intéressant avec la CES, c'est que les élasticités prix sont variables. Pour trouver la formule de ces élasticités prix, je vous recommande de chercher dans la littérature. Elles sont accessibles assez facilement. D'autre part, les élasticités de substitution de la demande entre deux biens sont constantes, c'est la définition de ces fonctions. Par contre, les élasticités revenus sont toujours égales à 1. Donc lorsque le revenu du consommateur augmente de 1%, la demande d'un bien augmente aussi de 1%, ce qui n'est pas conforme à la réalité. On sait que pour certains biens, cette demande augmente de moins de 1%, alors que pour d'autres, elle augmente de plus de 1%. Donc, on va introduire une nouvelle fonction d'utilité qui est la Linear Expenditure System, ou LES. Elle est plus difficile à calibrer. On a besoin de paramètres qu'on appelle consommation minimale. On va adopter ici une hypothèse très simple. Ce qui va vraiment nous faciliter le travail, c'est que les consommations minimales sont de 80% la consommation initiale dans l'agriculture. Donc le consommateur ne peut pas aller en dessous de 80% de sa consommation actuelle s'il veut atteindre un certain niveau de satisfaction, 60% dans l'industrie et 20% dans les services. Je vous laisse consulter la littérature sur le sujet et réfléchir à cette question. Vous pouvez facilement améliorer cette modélisation si vous désirez bien entendu approfondir ce point. Mais c'est ici l'hypothèse que nous faisons. En outre, les élasticités prix sont variables et les élasticités revenus sont variables, ce qui est vraiment intéressant. Donc nous supposons que les ménages ont une fonction d'utilité LES. Les équations sont donc d'une part la fonction d'utilité des ménages, U égale prod sur I, produit donc sur I de CI moins Cmin de I à la puissance gamma de I, donc ça ressemble à la Cobb-Douglas, sauf que ce qui est élevé à la puissance ne sont pas les consommations en volume, mais les écarts entre consommation en volume et consommation minimale, et puis une équation de demande en volume pour chaque bien, P de I fois CI moins Cmin de I doit être égal à gamma de I fois 1 moins MPS fois disp underscore INC moins somme sur J de PJ Cmin de J. Cette équation se définit donc comme le prix de chaque bien fois l'écart entre consommation en niveau et consommation minimale est égal au paramètre gamma fois ce qu'on a l'habitude d'appeler revenu résiduel ou supernuméraire, c'est-à-dire l'écart entre le revenu disponible du consommateur non épargné, donc son revenu affecté à la consommation, ici 1 moins MPS fois disp underscore INC, et la somme des consommations minimales multipliée par les prix. Rappelons que dans ce modèle, la consommation de biens de capital suit une Cobb-Douglas, la consommation publique suit une Cobb-Douglas, et l'absorption totale, c'est-à-dire la somme de la consommation des ménages, des consommations intermédiaires, de la consommation publique et de la consommation de biens de capital, suit une Armington, c'est-à-dire une CES. Voici la matrice de comptabilité sociale adaptée à ce nouveau modèle. Les seuls changements concernent le fait qu'il y a 4 facteurs de production au lieu de 2. Donc chaque secteur demande ses facteurs. En fait, le secteur agricole demande 4 facteurs, alors que le secteur industriel et les services en demandent uniquement 3, puisqu'ils ne demandent pas de terre. Ensuite, le revenu des ménages vient de la possession des 4 facteurs de production. Donc à la ligne ménage, dans les colonnes facteurs de production, on a le versement de ces revenus aux ménages. On vérifiera que la somme de tous les éléments d'une ligne est égale à la somme de tous les éléments de la colonne correspondante. Voici l'exercice que je vous demande de faire à partir du programme disponible sur la plateforme intitulé C2M2P3 FR étudiant.gms. Il vous faut étudier une augmentation de la TVA de 2 points de pourcentage dans chaque secteur, sauf dans le secteur agricole où ce taux n'est pas modifié. Vous expliquerez l'impact sur la production en volume dans chaque secteur.